Vi abbiamo portati dentro un reattore di ricerca, vi abbiamo portati a vedere un reattore in costruzione, vi abbiamo portati a vedere un reattore in smantellamento. Oggi vi portiamo a vedere finalmente un reattore operativo. Uno sente centrale nucleare e si immagina i paesaggi intorno come fossero Fallout, e invece noi visitando Chinon abbiamo visto vigneti, castelli, paesini bellissimi, serre, a riprova del fatto che il tuo paesaggio non può essere rovinato da una centrale se il paesaggio è bello. Ciao a tutti, siamo qua alla centrale nucleare di Chinon e con noi c'è Damien. Damien, per favore, inizia spiegandoci chi sei e qual è il tuo lavoro qua. Bonjour, je m'appelle Damien Desgardins, je suis chef de mission sûreté qualité à la centrale nucléaire de Chinon, dans la région ouest de la France qui s'appelle la Touraine. Le site de la centrale nucléaire de Chinon, il s'étend sur 155 hectares, qui rassemble en fait différents types de réacteurs. On a 4 réacteurs nucléaires à eau sous pression qui sont en fonctionnement. Chacun a une puissance de production électrique de 900 MW. Ils ont été mis en service entre 1982 et 1987, ils sont toujours en service. Le premier réacteur a fêté ses 40 ans l'année dernière. Et puis, en complément, de manière historique, puisque le site de Chinon est un site relativement ancien, on a une histoire du nucléaire qui a démarré avec 3 réacteurs dits gaz-graphite, qui ont fonctionné globalement entre les années 60 et les années 90, et qui sont aujourd'hui tous à l'arrêt et en cours de démantèlement. En termes de travailleurs, on est sur un site où on a 1400 salariés du groupe EDF, auxquels s'ajoutent environ 800 partenaires permanents qui nous permettent d'exploiter le site tout au long de l'année. En termes de production, l'année 2024, en 2024, on a produit 19,4 TWh d'énergie électrique. Sur le site de Chinon, ça représente 5,4% de la production nucléaire électrique française. Et cette énergie, en fait, elle permet d'alimenter 3,8 millions de foyers en termes d'équivalence d'énergie. Alors, vous avez devant vous une maquette à échelle réduite de la cuve d'un réacteur nucléaire tel que ceux qui équipent la centrale nucléaire de Chinon. Vous allez à l'intérieur voir des crayons combustibles. Donc ces crayons combustibles, c'est un empilement de pastilles d'oxyde d'uranium dans lequel on a enrichi l'uranium naturel, qui est l'isotope 238 de l'uranium. On l'a enrichi en uranium fissile, ce qui nous permet, avec cet uranium, d'avoir exactement une pastille, l'équivalent d'une pastille, ce qui nous permet d'avoir un matériel qui est capable de déclencher une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne, ça va donc consister à casser l'atome d'uranium-235 en morceaux, en produit de fission. Et cette réaction, elle s'accompagne d'un très fort dégagement d'énergie qui va nous permettre de chauffer l'eau qui baigne les assemblages combustibles, qui va ensuite être transportée à travers des tuyauteries, donc un circuit primaire qui va nous amener à terme à produire de l'électricité. En fait, pour contrôler cette réaction en chaîne là, de fission de l'uranium, on a 2 moyens. Soit on peut agir sur l'insertion ou le retrait de réactivité via des barres de contrôle qui plongent dans le réacteur et qui nous permettent d'absorber plus ou moins de neutrons et de contrôler la réaction en chaîne. C'est le premier moyen pour contrôler la réactivité. Le second, c'est la concentration en bord. Dans cette eau qui entoure les assemblages combustibles, on va diluer du bore plus ou moins. Et le bore absorbant les neutrons, il va lui aussi jouer sur le degré de réaction en chaîne qu'on a dans le réacteur et il va nous permettre de contrôler la puissance produite par le réacteur en temps réel. La centrale di Chinon ha delle barre di controllo aggiuntive per il controllo della potenza a seguire il carico? Alors effectivement, donc, ces 2 moyens que je vous ai exposés, en fait, ils nous permettent de moduler la puissance. La puissance maximale électrique disponible sur un réacteur de ce type-là, c'est environ 900 MW. Selon les besoins du réseau, selon l'heure de la journée, la température, la période de l'année, etc., nos réacteurs sont capables de moduler la puissance. Ils vont pouvoir, de 900 MW, descendre à leur minimum technique, ils se situent autour de 200 MW, puis reprendre la charge. Et ça, c'est fait en corrélation avec les besoins du réseau, et c'est géré de manière interconnectée sur le territoire français et au-delà en Europe, pour que la flotte EDF de réacteurs nucléaires puisse s'adapter à la demande. Dietro di me ci sono l'edificio del reattore, che è quella struttura cilindrica che vedete, l'edificio del combustibile, la piscina del combustibile esausto, che è questa struttura, diciamo, parallelepipedo.
Dietro la sala macchine, la vedete quella grande struttura grigia dietro all'impalcatura rossa, e dietro ancora la torre evaporativa, quella dietro di noi. Quella dietro di noi è l'unità 4 della centrale, che è operativa in questo momento. Infatti vedete che la torre evaporativa sta sputando effettivamente vapore. Quelli alle mie spalle, questo edificio con la cima arancione, è l'edificio che contiene i generatori diesel di emergenza, ovviamente sempre riferiti all'unità 4. L'alimentation électrique pour une centrale nucléaire, c'est absolument fondamental. Donc pour chaque réacteur, on a des diesels d'urgence qui sont disponibles. On a 2 diesels d'urgence sur chaque réacteur qui permettent d'alimenter à eux seuls 100% des fonctions de sûreté nécessaires en cas d'accident. Le Rex principal, un des Rex principaux de l'accident de Fukushima, c'est la fragilité des sources électriques, et on a spécifiquement conçu le bâtiment que vous avez derrière moi, qui est donc un diesel d'ultime secours, qui vient en plus des 2 diesels d'urgence qui étaient déjà présents de conception. Ce bâtiment, il est spécifiquement résilient au séisme, aux inondations, et il nous permet de fiabiliser nos sources électriques en cas d'accident climatique majeur. La richiesta del regolatore di installare nuovi generatori diesel più in alto in aggiunta a quelli in basso è una di quelle richieste che io considero personalmente eccessive. Può avere ovviamente senso nelle centrali che si trovano sul mare, come nel caso francese Gravelines, Penly, Paluel o Flamanville, ma in questo caso parliamo di una centrale che si trova su un fiume. Non c'è nessuna possibilità che la Loira esondi ad un livello tale da risalire 6 metri e allagare i generatori diesel. L'installazione di nuovi generatori diesel è un costo in eccesso, quei generatori non verranno mai usati nella vita operativa di questo reattore. Qua vedete soltanto me perché siamo nello spogliatoio femminile, avevo solo io il permesso di portare la camera, dove ci vestiamo con l'abbigliamento necessario per entrare nell'edificio reattore. A zero? Dosimetro a 0, casco, calze, guanti, cuffietta per mettere il caschetto, e guarda che fashion, queste scarpe sono comodissime. E qui c'è una panoramica di come ricordarti se hai tutto addosso. Qua invece vedete Luca vestito uguale a me, e andiamo verso il reattore. Si on résume là les gros matériels, donc vous avez l'enceinte. Ci troviamo in questo momento nella sala reattore. Alle mie spalle c'è il reattore vero e proprio, il Vessel, lo vedremo tra pochissimo. Intanto quello che vi posso mostrare sono queste 3 strutture giganti, in questo momento ricoperte. Questi sono i generatori di vapore, all'interno del quale si scambia il calore tra l'acqua del primario e l'acqua del secondario, che poi esce dall'edificio e va nel locale turbine. Questo significa che l'intero circuito primario di questo reattore nucleare è contenuto all'interno di questo edificio dove mi trovo. The shit just got real. Quello là è il reactor lid, quindi la testa del reattore con le barre di controllo sopra. In questo momento le vedete sollevate. Le vedete sollevate sopra il coperchio. Il coperchio poi verrà messo sopra al nocciolo che vedete sotto di noi. Questo è il nocciolo del reattore. Vedete le assembly ancora dentro perché non le hanno ancora tolte. Questo reattore in questo momento è in refueling, ma non hanno ancora iniziato a toglierle. Quando verranno tolte, verranno sollevate in verticale con quel carro ponte laggiù, e verranno sollevate in verticale dal reattore e messe in orizzontale sopra quella macchina che le porta nella sala successiva che andremo a vedere, dove c'è la piscina del combustibile esausto, quella a fianco al lead. Vedi che c'è una macchina che sembra proprio fatta per sdraiare un assembly. Sì, ok. La centrale di Chinon è una delle centrali francesi, circa il 40%, i cui reattori possono funzionare con combustibile MOX ottenuto dal plutonio riciclato. Ho un paio di domande sulla operatività del reattore. Prima di tutto, quando un reattore viene ricaricato con combustibile nuovo, come viene portato in temperatura prima di dare inizio alla reazione a catena? Et inoltre, questi reattori qui a Chinon, a che livello di arricchimento operano? Donc en fait, quand on recharge le réacteur, le fluide primaire est à la pression atmosphérique, à une température à peu près de 30 degrés. On vient charger le combustible, on referme le couvercle et on commence à chauffer l'eau du circuit primaire
à l'aide des pompes, de différents types de pompes. Ces pompes, en fait, en faisant circuler le fluide, elles vont dissiper de l'énergie dans le circuit et le circuit va monter progressivement en pression et en température pour atteindre la pression de fonctionnement. Donc tout en haut, au moment où on est prêt à faire ce qu'on appelle diverger le réacteur, à commencer la réaction en chaîne, on est à 155 fois la pression atmosphérique et on est autour des 286 degrés. Le niveau d'enrichissement de Ah oui. l'uranium? Donc l'uranium existe dans la nature sous deux formes qui sont les isotopes 235 et les isotopes 238. De manière naturelle, on trouve de l'uranium 235 à quelques dixièmes de pourcent, ce qui n'est pas assez pour pouvoir faire fonctionner un réacteur comme le nôtre. On a besoin d'enrichir le combustible en uranium 235 et donc on va le porter à peu près à 3% de proportion par rapport à l'uranium 238. Et donc dans ces pastilles d'uranium qu'on a vu tout à l'heure, on va trouver un pourcentage de 3% d'uranium 235. Et ça nous permet d'amorcer la réaction en chaîne par fission de l'uranium 235. Dietro di noi ci sono le piscine del combustibile esausto e adesso Damian ci spiegherà come funziona il processo di refueling di un reattore e lo stoccaggio del combustibile esausto. Alors ici, nous sommes dans le bâtiment combustible, c'est-à-dire qu'ici on va recevoir le combustible neuf et à la fois stocker l'ancien combustible avant qu'il soit réinjecté dans les filières de recyclage. Donc ce bâtiment combustible, il reçoit, notamment il comporte la piscine combustible qui est en communication avec le bâtiment réacteur via un tube de transfert qui va nous permettre de passer les éléments combustibles de l'un des bâtiments à l'autre. Donc typiquement, si je prends les opérations de déchargement, une fois qu'on a réduit la pression et la température du réacteur et qu'on a ouvert la cuve, on va procéder au déchargement. Donc on a 157 assemblages combustibles qui sont présents dans la cuve. On va les prendre un à un. On va les basculer en position horizontale, les faire passer dans le tube de transfert. Ils vont sortir du bâtiment réacteur pour aller dans le bâtiment combustible. On va les remettre en position verticale et on va venir les positionner dans des alvéoles où ils vont attendre la décroissance de leur puissance résiduelle qui pourra permettre leur transport ultérieur. Quanto combustibile esausto può essere contenuto all'interno della piscina e per quanto tempo deve rimanere qui a raffreddare prima di essere portato alla Hague per il ritrattamento? La piscine combustible, elle comporte 382 alvéoles. C'est sa capacité à recevoir autant d'assemblages combustibles. On a vu qu'un cœur de réacteur de 900 MW comme le nôtre, c'est 157 assemblages. Donc de manière permanente, on va garder au moins 157 cavités qui sont vides, qui sont prêtes à recevoir le déchargement complet du réacteur en cas d'aléa. Et une fois que ces assemblages combustibles sont déchargés du cœur, après avoir vécu leur cycle de 3 années, ils vont rester en gros une année minimum pour pouvoir être transportables et évacués vers les filières de recyclage. Merci. Quello che vedete è uno dei tanti controlli antiradiazioni che abbiamo fatto durante la visita, sia prima dell'ingresso nella centrale, sia prima dell'ingresso nel reattore stesso. Abbiamo fatto diversi controlli di sicurezza e all'uscita abbiamo fatto diversi controlli anticontaminazione che, se avessero dato esito positivo, ci avrebbero costretti a sottoporci a delle procedure di decontaminazione. Ovviamente il tutto è avvenuto nella massima sicurezza, per cui non abbiamo preso assolutamente una dose di radiazioni considerata contaminante. Al termine della nostra visita, la dose totale a cui siamo stati esposti è di 1-2 microsievert per una visita che è durata 2 ore. La dose è un po' superiore a quella del fondo naturale, ma lontanissima da soglie di pericolosità, e tenete presente che siamo stati sopra un reattore aperto. Durante la nostra visita alla centrale abbiamo dovuto passare attraverso diversi controlli della contaminazione radioattiva. Chi lavora qua si sottopone a questi controlli tutti i giorni? C'è un rischio per i lavoratori della centrale? Une des spécificités d'une centrale nucléaire, c'est qu'effectivement on a des activités à faire dans un endroit qu'on appelle la zone contrôlée, qui est une zone où on peut rencontrer des rayonnements ionisants de par les produits radioactifs qui sont contenus dans l'installation. Ces personnels, de première chose, ils sont formés à rentrer en zone contrôlée et à travailler sous le rayonnement ionisant. Ils sont bien sûr surveillés médicalement de manière particulière. Il y a un suivi sur votre formule sanguine, sur combien de doses vous prenez.
prenez à l'année, sur votre état de santé global, qui est un suivi qui est extrêmement renforcé par rapport à ce qu'on retrouve dans les autres industries. Et puis, comme on a pu le voir en zone contrôlée, vous avez un ensemble de contrôles et de surveillance qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'on va très régulièrement contrôler l'état radiologique des locaux dans lesquels on va travailler, donc pour contrôler à la fois le débit de dose et la contamination potentielle. Et à chaque fois qu'on a ces données-là, on va adapter les postes de travail pour se prémunir de tout effet sur la santé des travailleurs. Qual è la dose annuale che tipicamente riceve un lavoratore di una centrale nucleare? Qual è il limite massimo che può ricevere e dove iniziano a manifestarsi i rischi per la salute? Alors, ça dépend un petit peu de votre profil, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément la même dose maximale possible admissible suivant que vous soyez alternant, que vous soyez en stage scolaire, que vous soyez embauché en contrat à durée indéterminée. Donc ça, et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, le seuil maximum pour un travailleur, c'est 20 millisieverts par an. Et au-delà de ça, vous ne rentrez plus en zone contrôlée, on ne vous fait plus travailler en zone contrôlée. Et ce seuil de 20 millisieverts, il garantit une absence d'effet sur la santé. Il faut comprendre en termes de comparaison que on dit ça souvent pour imaginer la dose qu'on absorbe en tant que travailleur dans une centrale nucléaire. Une année de travail sur un travailleur classique dans une centrale, c'est l'équivalent de 1 vol transatlantique, puisque là aussi, quand vous vous élevez dans l'atmosphère, les rayonnements du soleil sont moins filtrés et vous absorbez également de la dose. Previously, we toured reactor number 3, which was under maintenance, but what does maintenance actually means in the context of a nuclear reactor? Thank you for being with us. First of all, would you like to state your name and what's your role exactly here at Chinon? Alors avec plaisir, merci Luca. Donc Martin Bratière, je suis en charge de toute la maintenance sur la centrale de Chinon. Ça représente à peu près 600 personnes d'EDF qui sont en fixe sur la centrale. Et il y a à peu près entre 1200 et 1500 personnes en plus qui viennent pendant les arrêts de maintenance de la centrale. C'est ce qu'on a en ce moment du coup sur l'unité numéro 3 avec un arrêt de type visite partielle qui a commencé il y a une dizaine de jours et donc qui mobilise beaucoup d'intervenants. And what exactly happens during a maintenance? Alors on ouvre beaucoup de circuits qu'on ne peut ouvrir que pendant que le réacteur est à l'arrêt. On a de la maintenance qui réalise pendant le fonctionnement du réacteur, mais qui sont dans des gestes assez limités. Toutes nos visites de gros matériel, et notamment les matériels de sûreté, vont se faire pendant l'arrêt, pendant le moment où on peut les indisponibiliser, puisqu'on a souvent 2 matériels de sûreté pour un même fonctionnement, et on va en arrêter un des 2 pour faire sa maintenance lourde, avant pour lui préserver en tout cas son bon fonctionnement à terme. This might be a little bit an uncomfortable question, but why do France maintenance last much longer than other countries? Alors on a beaucoup d'exigences effectivement et des programmes de maintenance qui sont très chargés, qui vont un peu au-delà. On va en donner quelques exemples dans la visite. Par exemple, beaucoup de pays font la maintenance préconisée par les constructeurs de leur matériel. Nous souvent on fait en plus des épreuves de ces matériels et notamment par exemple sur les générateurs de vapeur, on les gonfle à une pression 20% au-delà de leur pression de conception et leur pression normale de fonctionnement pour vérifier qu'ils tiennent la pression. C'est des choses que la plupart des pays ne font pas et qu'on va voir tout à l'heure en termes de chantier sur l'unité numéro 3. Okay, so here we are in front of this very, very big machine. What is this exactly? Alors ici on a un diesel de secours, un moteur diesel, donc c'est des moteurs diesel de bateau qu'on utilise du coup pour secourir l'électricité si jamais on devait perdre l'alimentation électrique. Une centrale nucléaire ça repose sur beaucoup de pompes et beaucoup de matériel qui ont besoin d'électricité pour fonctionner et donc du coup on s'alimente directement sur le réseau électrique et si on le perdait, c'est ces moteurs diesel là qui démarrent et qui vont assurer l'alimentation électrique nécessaire. How many of these diesel generators per reactor and how much fuel is there on site in case of a power loss? Alors historiquement, on en avait 2 par réacteur de diesel de secours et aujourd'hui on en a rajouté un 3e pour renforcer justement encore notre robustesse et les diesels qu'on a rajoutés sont encore renforcés en termes d'aléas climatiques et d'aléas sismiques par rapport au diesel historique qui était déjà qualifié à ces conditions-là. Donc on a augmenté le niveau de sûreté par ces modifications-là et en fait on a de quoi tourner plusieurs dizaines d'heures, la donnée précise est un peu plus confidentielle, mais plusieurs dizaines d'heures sur nos moteurs diesel
largement suffisamment pour avoir de quoi alimenter des renforts et des stocks stratégiques, puisqu'on a aussi des stocks à la maille régionale et à la maille nationale qu'on est capable d'acheminer dans toutes les conditions. Donc on est sécurisé à ce niveau-là, et on a aussi la possibilité, dans des cas vraiment dans des scénarios plus complexes, d'aller prendre sur un diesel qui n'aurait pas besoin de tourner pour aller alimenter un autre diesel. Donc on a beaucoup de scénarios pour sécuriser notre approvisionnement au fioul. Okay, so what is this station exactly? We are inside a truck. People cannot see it from outside, but we are inside the truck. What are we witnessing? Alors nous sommes effectivement dans un conteneur qui est posé sur un camion et qui contient la station de gonflage des générateurs de vapeur. Donc les générateurs de vapeur, c'est ces grands échangeurs qui permettent de transférer la chaleur de l'uranium vers la chaleur de la turbine, et donc du coup de faire tourner la turbine. Et donc ce qu'on a en fait ici, c'est une station qui vient tous les 10 ans sur chaque réacteur et qui permet de les gonfler à 20% au-dessus de leur pression de fonctionnement normale. C'est une manière de s'assurer de nos marges de sécurité, de s'assurer que le générateur de vapeur peut supporter des conditions 20% au-dessus de ce qu'il subit normalement, et donc ça fait partie de notre engagement de sûreté, de notre permis d'exploiter pour 10 ans supplémentaires. Il 20% è un margine di sicurezza enorme, nessun altro paese oltre alla Francia adotta un margine di sicurezza così rigido. Questo significa che se domani la Francia avesse bisogno di più energia, semplicemente decidendo che invece del 20% di tolleranza si accontentano del 5 o del 10, potrebbero aumentare la potenza di tutti i loro reattori del 10%, che equivale ad aggiungere più o meno 6-7 gigawatt di potenza alla rete, senza fare assolutamente nulla e ritrovandosi dei reattori che sono effettivamente sicuri come quelli di qualunque altro paese al mondo. I reattori francesi sono costruiti così bene che possono operare a potenza più alta della loro potenza nominale già con le caratteristiche che hanno. On s'arrête sur la vue sur l'aéro. Here we are in front of a 900 megawatts turbine system. Here enough power is generated to meet the needs of about 1.5 million people. And please, can you walk us through exactly what's happening here? Alors bien sûr, Lucas, ici nous avons d'abord le corps haute pression, donc le premier, qui sert du coup à produire, qui récupère directement la vapeur qui vient des générateurs de vapeur et qui produit la première rotation de la turbine. Et après, cette vapeur, elle est réinjectée dans les gros ballons qu'on voit, les gros ballons en inox ici, pour être réchauffés à nouveau par la vapeur des générateurs de vapeur et aller dans les corps basse pression. C'est les deux grands ensembles bleus qu'on voit derrière nous. Et il y en a un des deux, comme tu peux le voir, qui est ouvert. Et donc du coup, c'est les opérations de maintenance qui sont en cours, parce que cette tranche-là est à l'arrêt. On va pouvoir contrôler les roues de la turbine pendant qu'elle est ouverte. Et encore derrière, qu'on verra tout à l'heure, il y a l'alternateur qui produit l'électricité. Obviously, just a fraction of the actual power contained in the steam is converted to electricity because the second law of thermodynamics, unfortunately, gives us very little hope about it. So what do you do with the waste heat? Alors effectivement, dans les générateurs de vapeur, on a sur chaque ligne de générateur de vapeur assez de chaleur pour chauffer Paris, la ville de Paris en entier. Et donc du coup, on a 2/3 de cette chaleur qui est perdue dans le cycle thermodynamique. Par contre, effectivement, on essaye de la récupérer et on ne la perd pas complètement parce qu'on chauffe notamment plusieurs milliers de mètres carrés de serre à tomates localement. Ça permet d'avoir un chauffage écologique pour faire une production locale, notamment en légumes. Et il y a pas mal d'actions sur l'ensemble des centrales françaises de ce type-là pour que cette chaleur ne soit pas perdue justement. Merci. Qua non potevamo parlare perché non si sentiva assolutamente niente, ma in teoria dovreste vedere la turbina che gira, perché qui eravamo in quella attiva, solo che non sono riuscita ad aggiustare il frame rate correttamente per farvi proprio vedere come gira, quindi la vedete ferma. Qua invece sto semplicemente usando un Luca fermo per farvi capire la scala, la grandezza di queste macchine, assurda. So we are reaching the end of this part of the tour. I have a couple more questions. You just showed us the turbines, actually two different turbine hulls. We know that French reactors can modulate by inserting extra control rods, but can you also modulate by spilling steam before the steam reaches the turbine? Alors, on a la possibilité technique d'évacuer la vapeur d'autres manières que directement à la turbine. On pourrait l'envoyer directement au condenseur. C'est plutôt des scénarios de sécurité. Si jamais, par exemple, on avait un incident qui se produisait qui nous demande d'évacuer cette chaleur-là supplémentaire, on ne l'utilise pas pour moduler la puissance du réacteur, parce que ça revient à produire de la vapeur, donc gaspiller du combustible qu'on ne va pas utiliser pour faire tourner la turbine. Donc on préfère plutôt moduler et réduire la puissance du réacteur avec les grappes. And final question.
These reactors are pre-configured for the islanding mode because we know that the Spanish reactors were not, and this is why they were unable to provide sufficient inertia during the blackout of the 28th of April. Are these reactors configured for islanding? Alors nous, effectivement, on est équipé pour l'îlotage. Dans tous les cas, les réacteurs sont capables de se réalimenter. Ça veut dire donc l'îlotage, c'est que si jamais on perd le réseau, le réacteur va continuer à tourner, continuer à produire de l'électricité pour son propre besoin. Et donc du coup, ça va éviter une mise à l'arrêt, une mise à l'arrêt forcée, on va dire, du réacteur. Et il est prêt à redémarrer, à réalimenter le réseau dès que le réseau est à nouveau disponible. Et tous les réacteurs français fonctionnent comme ça. Merci. Ora andremo a vedere le torri di raffreddamento. Non tutte le centrali nucleari hanno bisogno di torri evaporative, solo quelle sui fiumi, perché quelle sul mare possono ributtare in mare l'acqua una volta raffreddati i condensatori. In questo caso però la centrale è sul fiume, ma le torri evaporative non hanno la tradizionale forma iperbolica a cui siamo abituati dai Simpson. Vedremo perché. We are here with Pierre and in the background there is a very cool looking cooling tower of the nuclear power plant of Chinon. Please Pierre, explain us exactly, well, first of all, who you are and what your job is here, and what are we seeing? How does this cooling tower work? Bonjour à tous, donc Pierre Frémaux, ingénieur environnement sur le site de Chinon. Ma mission, c'est de s'assurer que la surveillance qu'on fait dans l'environnement et dans nos rejets permet de garantir l'absence d'incidence sur l'environnement et la santé humaine de la centrale nucléaire de Chinon. Donc derrière nous, nous avons une tour aéro-réfrigérante. Cette tour aéro-réfrigérante a pour but de refroidir le condenseur d'une centrale nucléaire par évaporation d'une partie de l'eau qui a été échauffée au niveau du condenseur. Pour fonctionner, elle a besoin d'environ 2 mètres cubes par seconde d'alimentation. Et donc cette eau, elle est restituée à l'environnement pour 2 tiers dans le fleuve et pour 1 tiers par évaporation à l'atmosphère. The water comes from the condenser, which I suppose are located underneath the turbine hall, which is there. Yes. And so the water gets pumped in the cooling tower, and then what happens? Donc l'eau arrive échauffée en sortant du condenseur et donc elle est acheminée jusqu'au haut de la tour par un système de pompe. Une fois arrivée en haut de la tour, cette eau va s'écouler gravitairement sur des corps d'échange et il y aura un flux d'air qui va traverser ce flux d'eau, permettant le refroidissement de l'eau et l'évacuation de la vapeur d'eau en partie supérieure. Why these towers are so different looking than the usual big, hyperbolic, very tall cooling towers? Les tours aéro-réfrigérantes du site de Chinon sont particulières car elles sont de très basse hauteur de par leur conception. Elles mesurent 30 mètres de haut alors qu'usuellement on retrouve plutôt des tours de 150 mètres de haut. Ce choix a été fait historiquement pour réduire l'impact visuel de ces tours aéro-réfrigérantes sur le paysage. Ovviamente non potevamo non toccare l'acqua che scende giù dalla torre di raffreddamento, ma ne approfitto per un fun fact. Torri del genere le conosciamo soltanto in un'altra centrale nucleare, quella di Palo Verde in Arizona, che sorge tra l'altro nel deserto e utilizza le acque di scarico della città vicina per raffreddare la centrale. Questo reattore sferico e quegli altri 2 laggiù in fondo sono stati i primi reattori di Chinon, la cosiddetta centrale di Chinon A, mentre quelli che abbiamo visitato oggi, che vedete lì, sono la centrale di Chinon B. La centrale di Chinon A è stata la prima vera centrale elettronucleare francese, costruita nei primi anni 60, e il primo reattore era addirittura di prima generazione, quello che sembra una grossa palla. Erano reattori a gas grafite di tipo della filiera simile a quella Magnox, che in Italia abbiamo avuto anche a Latina. Il secondo e il terzo, il primo era solo 70 megawatt, il secondo e il terzo erano già qualcosina in più, 280-380, e in quel caso si trattava già di prima generazione e mezza, stavamo già andando verso la seconda. Però ecco, poi la Francia ha deciso di adottare i reattori ad acqua pressurizzata come suo standard per tutta la filiera e quindi i vecchi reattori gas grafite sono stati dismessi.
Negli anni scorsi ci è capitato di essere critici nei confronti delle aziende che operano reattori nucleari e che sembrano in qualche modo essere gelose o poco aperte nei confronti del pubblico. In questo caso invece ci sentiamo di ringraziare EDF perché ci hanno fatto fare una visita molto approfondita, ci hanno consentito di guardare direttamente dentro al reattore, sono stati in generale molto accoglienti e molto gentili. E non possiamo far altro che augurarci di ripetere esperienze con EDF, ma anche con altre aziende nucleari, per far vedere al mondo quanto il nucleare è bello e fare divulgazione, ma anche per approfittarne e fare qualche viaggetto nelle aree attorno alle centrali nucleari, perché a quanto pare sorgono tutte in località fighissime.